Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur cette deuxième audio de l'analyse de l'énergie du mois d'octobre, suivant cet enseignement amérindien et donc chamanique, qui est contenu dans ce livre Les 13 mers originelles, écrit par Jamie Sams. Donc c'est un enseignement qui nous retrace une initiation orale transmise par les femmes entre les femmes depuis la nuit des temps. Donc on a accès là à des informations, un passage de connaissances, une initiation très précieuse, un petit peu inédite, écrite, alors qu'à la base c'était une initiation orale. Il se trouve que comme dans beaucoup d'initiations, on ne peut pas vraiment transmettre les choses par écrit, eh bien, les choses importantes, je dirais, sont transmises de manière codée, de manière symbolique. Et à nous d'arriver à les décoder, à les sentir, à les saisir et à les expérimenter. Et donc, dans cet audio, je vais vous proposer ma propre analyse de ce conte d'octobre qui s'appelle La tisseuse. Donc, il y a un premier audio qui a été fait qui analyse les énergies du mois d'octobre dans la roue chamanique. Et là, on va un petit peu se pencher sur ce conte, La tisseuse. Je vais vous lire une poésie qui est dans le livre et qui est mise avant le conte, parce que cette poésie, je trouve, nous fait aussi vibrer nous fait bien vibrer dans cette énergie de la tisseuse. La tisseuse, tenue par les fils d'araignée de la vie, suspendue entre ciel et terre, à tisser la toile, à rêver le rêve. Je voltigerai à travers les deux mondes. Inspirée par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi à façonner ma vie avec ma propre estime. Je pétris la glaise des expériences pour en faire un bol de médecine sacrée qui recueille l'essence du vivant, dont le chant s'élève au tréfonds de mon âme. Mère, tes secrets de création m'ont appris qu'en détruire les chaînes qui m'attachaient et réprimer l'expression de ma joie. Tu m'as enseigné à accoucher pour mettre au monde mes visions intérieures, en les libérant comme des flèches d'argent qui vont attisser le feu de la création. Donc je vais relire pour qu'on l'intègre un peu mieux. La tisseuse, tenue par les fils d'araignée de la vie, suspendue entre ciel et terre, à tisser la toile, à rêver le rêve, je voltigerai à travers les deux mondes. Inspirée par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi à façonner ma vie avec ma propre estime. Je pétris la glaise des expériences pour en faire un bol de médecine sacrée qui recueille l'essence du vivant, dont le chant s'élève au tréfonds de mon âme. Je pétris la glaise des expériences pour en faire un bol de médecine sacrée qui recueille l'essence du vivant, dont le chant s'élève au tréfonds de mon âme. Mère, tes secrets de création m'ont appris qu'en détruire les chaînes qui m'attachaient et réprimaient l'expression de ma vie, de ma joie. Tu m'as enseigné à accoucher pour mettre au monde mes visions intérieures, en les libérant comme des flèches d'argent qui vont attiser le feu de la création.
Donc dans ce conte, on va rentrer dans la dynamique de la tisseuse. Il va être beaucoup parlé de cette araignée. Euh, c'est évidemment une force symbolique qui est représentée par un animal à 8 pattes. Et il va falloir prendre ce conte aussi et beaucoup dans sa fonction symbolique et dans ses différents encodages. On va donc parler de tisser. Alors, le sous-titre de ce conte, c'est « Grand-mère araignée est descendue dans la grotte ». Quand on parle en chamanisme de grand-mère, ça veut dire celle qui est avant la mer, ça veut dire avant la création de la terre. Grand-mère araignée est descendue dans la grotte. On va voir que dans ce conte, la notion de la grotte est centrale. Il va y avoir la notion de la grotte et du bol de médecine. On se souvient que en avril aussi, celle qui voit loin avait utilisé un bol de médecine avec de l'eau dedans pour activer son troisième œil, son centre énergétique de la vision, de l'intangible, et commencer à avoir des visions au-delà du tangible, dans l'intangible, et éventuellement à démarrer ses voyages chamaniques et ensuite ses voyages astraux. Et on voit dans ce conte que cette femme, la tisseuse, maîtrise, à la maîtrise du voyage chamanique, de voir loin, et elle va l'utiliser pour tisser dans la matière. Donc il y a la notion de grotte, il y a la notion de bol de médecine qui est comparée aussi au bol de médecine des étoiles. Et on se souvient que dans d'autres contes, il y avait l'énergie de l'utérus était comparée au bol de médecine des étoiles de l'univers. Donc on peut comprendre que ce conte va nous amener un peu plus dans nos profondeurs, de notre utérus, dans les profondeurs de l'intangible. Qu'est-ce qui se passe dans l'utérus d'une femme quand un enfant se crée, par exemple? Cette force de la création, cet utérus qui a cette capacité innée à créer, à faire passer l'intangible dans la matière, les âmes sur terre, et à créer des corps avec l'intelligence de la terre pour que ces âmes puissent habiter dans ces corps et devenir des êtres humains. On sait aujourd'hui encore que le mystère de la division cellulaire reste un mystère pour la médecine. On ne sait pas comment ça fonctionne dans le ventre d'une femme. En fait, on ne sait pas l'expliquer aujourd'hui au niveau médical. Il y a donc ce mystère de la création du corps, et il y a aussi le mystère de la reliance de l'âme à ce corps. Et ce qui caractérise un être humain, c'est bien une âme dans un corps, pourvu aussi d'un esprit. Alors, l'énergie de la tisseuse va nous parler de l'accomplissement du féminin sacré, et on va, nous les femmes, un peu plus rentrer dans les mystères de notre puissance du féminin qui est dans notre utérus, et aussi dans cette initiation comprendre comment on peut conserver cet espace sain, pur, en fonction, pour qu'on puisse faire passer dans la matière de la vie et de l'amour. Et peut-être que les hommes pourront entendre aussi ces mystères comme étant, ce mystère de l'utérus comme étant un espace sacré à honorer et à découvrir à leur façon quand ils font l'amour à une femme, par exemple, et à honorer. C'est le feu, c'est le foyer de la création. C'est par les utérus des femmes que passent tous les êtres humains. Et c'est un espace vraiment à protéger car il est sacré et il est divin.
il y a quelque chose d'incroyable chez une femme, qu'elle soit spirituelle ou pas, c'est qu'elle est, sans le savoir, en permanence connectée dans son utérus à l'intangible. Son utérus est comme un portail énergétique qui la relie directement à l'espace, au feu de la création, du divin. C'est un portail énergétique qui relie les femmes dans des espaces de haute fréquence vibratoire et sacrée. C'est ce qui fait que la femme, elle est naturellement spirituelle, parce que c'est naturel, et que pour la femme, sa spiritualité, elle n'est pas dans l'éveil de ses chakras du haut, dans l'éveil de retrouver la connexion par le haut au grand mystère, parce elle a directement par le bas. Donc l'éveil d'une femme, l'éveil spirituel d'une femme, c'est de s'éveiller à son utérus, évidemment en lien avec son masculin, qui va chercher par le fil d'or en haut à se reconnecter à ces fréquences cosmiques de haute fréquence au-delà de la porte d'or, mais aussi à la même puissance, à se reconnecter à cette puissance de l'utérus. Et on va le voir dans ce conte par cette troisième partie qui est, ou cette deuxième partie qui est tout ce rêve qu'elle va faire, où elle va descendre dans les profondeurs de la mer avec l'étoile de la mer pour aller chercher au fond d'elle-même son rêve. Et nous les femmes, nous avons la capacité, en descendant au plus profond de notre eau utérine, la capacité d'aller retrouver la reconnexion aux hautes fréquences de l'univers, de la création et de notre âme. Alors, grand-mère araignée est descendue dans la grotte. On peut voir là qu'il y a des fréquences du féminin divin qui viennent visiter cette mère de clan dans sa grotte, dans son utérus. Et on voit qu'elle va utiliser en permanence son troisième œil, sa claire vision, sa capacité avec son masculin à aller voir loin et en même temps à descendre profondément dans ses profondeurs pour aller utiliser la force de la création pour créer ses rêves, c'est-à-dire ses visions qu'elle va avoir avec son troisième œil, les amener dans la matière et les créer avec son utérus. On va voir dans ce conte que cette mère, elle a plusieurs noms. Donc la tisseuse, c'est aussi celle qui tisse la toile. Et la toile, elle est dans l'intangible. C'est le support de la création. Celle qui tisse la toile, la tisseuse, qui tisse dans la matière, la tisseuse, qui fait de la créativité. C'est la mère de la créativité. La créativité, c'est de faire passer l'intangible dans la matière. Et il vaut mieux savoir faire passer des trucs sympas de l'intangible que les trucs pas sympas. Donc, reprendre le contrôle de cet espace-là en nous, c'est vachement intéressant. Et elle va aussi s'appeler celle qui protège l'instinct de survie ou celle qui veille sur l'instinct de survie. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui est spécifique aux femmes, c'est leur utérus, et que la femme a un rôle basique, j'ai envie de dire, c'est de faire passer la vie sur la terre. Et que quand on touche à ça, chez les femmes, elles deviennent des louves. Touchez pas mes petits, touchez pas mon ventre. On peut dire que jusqu'à présent, ces missions accomplies, cette mission qu'on a donnée aux femmes est réussie. Jusqu'à présent, les femmes continuent à faire passer la vie sur Terre à travers leur utérus. Je vous rappelle là l'audio que j'ai fait en août sur la féminité. La notion de féminité, puisqu'on avait vu en août, on avait vu l'énergie de la coucheuse, et je vous avais parlé de cette puissance du féminin chez la femme qu'on peut nommer la féminité. On va le retrouver ici, c'est-à-dire parce que les femmes sont les gardiennes de leur corps et de leur utérus, on peut encore faire passer la vie sur Terre, et c'est dû à l'instinct de survie des femmes, qui est un instinct naturel, lié au fait qu'on a donné aux femmes
on a confié aux femmes cette fonction principale qui est de faire passer les âmes dans des corps sur Terre pour créer l'humanité et permettre à l'humanité de se reproduire, de continuer à survivre sur Terre. Le livre que nous étudions contient des contes, mais contient aussi des chapitres à la fin qui sont des chapitres de conclusion, de précision sur toute cette transmission. Et je vais vous lire les premières lignes du chapitre de la conclusion de ce livre qui s'appelle « Réunir les qualités du féminin ». Voilà ce qu'il est dit. Pour continuer à tisser la toile de la sororité et à la renforcer, nous devons avant tout honorer 2 principes fondamentaux. Dans les traditions des Indiens d'Amérique, premier principe, protéger les femmes. Et deuxième principe, ne rien faire qui puisse blesser les enfants. Grâce à ces 2 lois non écrites, les tribus indiennes sont restées fortes durant des centaines d'années. À notre époque, nous pouvons les transposer en disant que la famille planétaire se trouve restaurée dès lors que les femmes peuvent se sentir en sécurité, quel que soit le lieu et le moment. Lorsqu'il en est ainsi, les rêves des enfants bénéficient de la bienveillance de ces femmes, devenues des extensions de la terre-mère et donc des mères de la force créatrice. Cette bienveillance offerte par les femmes ainsi guéries assure la santé spirituelle et le bien-être des 7 générations à venir. Nous savons aujourd'hui, quand nous sommes thérapeutes, que tout ce qui va constituer ce qu'on appelle la mémoire cellulaire d'une personne est engrammé dans son vécu embryonnaire. Donc, quand nous sommes un embryon et ensuite un fœtus et ensuite un bébé dans le ventre de notre maman, nous allons capter avec nos cellules toute la dynamique de notre maman et son énergie et nous allons l'engrammer dans nos cellules et ça va être la base de notre énergie de vie. C'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Nous comprenons donc en tant que femmes qu'il est essentiel que nous ayons quelque part une énergie utérine saine pour pouvoir garantir une santé dans l'énergie de vie de nos enfants et des 7 générations qui suivent. Et pour qu'une femme ait une énergie utérine saine, eh bien, elle doit se sentir en sécurité et protégée par les hommes. Évidemment, avoir une sexualité de vie et d'amour qui favorise son énergie utérine. Et dedans, là, on rentre dans vraiment l'initiation de l'art d'être une femme et de l'art d'être un homme avec une femme. Évidemment, on pourra se poser les questions de qu'est-ce qu'on fait à nos utérus quand on met des stérilés, de la contraception, quand on bloque nos hormones, quand on fume, comment on mange, comment on fait l'amour, tout plein de choses. On pourra se poser ces questions-là dans l'audio sur les blessures. Et nous savons, nous les femmes initiées, quand on s'initie aux pratiques spirituelles en lien avec l'utérus des sociétés orientales, nous savons combien il est important de prendre soin de notre utérus, de l'énergie de notre utérus, du dynamisme de notre utérus, des énergies qui circulent dans notre utérus et dans notre bas-ventre et dans notre corps en général, et que de là va découler notre propre santé spirituelle, physique et émotionnelle. J'ai envie de dire, une femme qui va bien, c'est une femme qui a une énergie utérine qui va bien. Une femme qui va mal, la dynamique de l'hystérie féminine, est une femme qui a une énergie utérine qui va mal. On en avait déjà parlé en nous de tout ça, mais il me paraissait important de rappeler la responsabilité que nous avons, nous femmes, parce que c'est par nous que passe l'humanité et donc la santé spirituelle des générations qui suivent. Donc, grand-mère araignée est descendue dans cette grotte et va initier cette mère de clan
euh, à la réalité du mystère de la création. Et donc, ce conte, c'est ce dont ce conte va nous parler. Donc, tisser, on voit que c'est quelque chose qui se tisse entre le monde tangible et le monde intangible. C'est comme s'il y avait une araignée entre les deux mondes et qui tissait un fil invisible de l'intangible au tangible. Et on va revoir que dans ce symbolisme de l'araignée, il y a cette énergie du 8 à 8 pattes et qu'il y a de nouveau cette énergie du lemniscate. Et il nous est dit dans ce conte que le grand mystère a choisi pour tisser l'étoile originelle du monde tangible, donc de la matière, l'araignée qui fait cela en fabriquant une structure de cercles concentriques qui sont un support pour la chair des corps et la réalité de toutes les formes de vie dans la création. Ici, on rentre dans le monde de la vibration, dans le monde de l'énergétique. Ça nous rappelle des ondes de forme que l'on connaît, comme la fleur de vie, par exemple, et probablement des choses plus complexes. La fleur de vie, c'est l'onde de forme que l'on va retrouver vibratoirement et énergétiquement dans tout principe qui est vivant. Dans ce conte, donc dans cette couleur rose, donc il est dit que cette énergie d'octobre est en lien avec la tisseuse, la couleur rose, et aussi la notion de travailler avec la vérité. Et peut-être pour finir, l'enjeu est là, c'est-à-dire que nous avons à modeler notre vie dans notre vérité intérieure, parce que nous avons ce pouvoir-là en tant qu'être humain à créer notre vie, et c'est quelque part une responsabilité que nous avons sur Terre. C'est pas la vie qui agit en nous, c'est nous qui agissons avec la vie. Et ce que nous allons devenir demain, c'est ce que nous aurons décidé et fait aujourd'hui. Et plus nous allons être en lien avec notre intériorité, notre force, notre puissance de création à l'intérieur de nous, au mieux nous allons pouvoir créer avec notre vérité intérieure et au mieux nous allons vivre une vie agréable. Pour nous, notre entourage et les générations qui suivent. Aussi, il nous est dit que nous pouvons nous emprisonner dans nos toiles, entre autres avec l'énergie du secret ou du mensonge. Il nous est dit, les toiles que nous tissons peuvent nous emprisonner si nous ne les créons pas dans la vérité. Il nous est dit, cette mère de clan nous demande de travailler avec et pour la vérité, de façon à manifester le rêve d'un monde que toutes les formes de vie puissent partager. Alors, il nous est donné des exemples. Une toile créée dans l'avidité finira par emprisonner et dévorer celui-là même qui l'a tissé, parce que ses fils sont trop serrés pour qu'il soit possible de donner, recevoir et partager. Une toile trop lâche, tissée sans soin, manquera du savoir-faire indispensable pour qu'elle soit résistante et puisse durer. Tissée dans la peur, une toile attirera les leçons qui lui correspondent pour dépasser cette peur. Mais une toile tissée dans l'amour créatif et le désir de partager l'abondance, recueillie par ses fils d'argent, durera jusqu'à l'accomplissement du rêve. Alors évidemment, c'est à la fois imagé et réel. C'est-à-dire que nous comprenons bien que nous tissons par nos pensées, par nos émotions, par aussi ce rêve, ces choses que l'on fait passer dans la matière par nos rêves. Et du coup, parce que nous allons mettre en action dans la matière, nous tissons ce que nous sommes réellement aujourd'hui. Et donc, nous pouvons nous-mêmes nous auto-emprisonner, nous auto-piéger, ou au contraire, mettre toutes les conditions nécessaires pour tisser ce rêve d'abondance et de partage dans l'abondance jusqu'à son accomplissement.
Tisser, c'est donc créer dans la matière. C'est faire passer dans la matière. Évidemment, si nous faisons passer dans la matière des choses, j'ai envie de dire, des situations, des relations, des pensées, des choses que nous avons créées, que ce soit un plat de cuisine, un objet, un habit, une relation, un couple. Nous créons un couple, bien sûr, en permanence. Nos enfants, nos projets vacances, nos projets professionnels, etc. Si toute chose que nous le créons dans la beauté, l'amour et l'estime de nous, eh bien, probablement que notre vie sera une belle vie. Et on peut comprendre par là que l'énergie de la tisseuse, ça représente vraiment ce principe créatif à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de toute chose vivante, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous est dit qu'elle nous montre comment créer la beauté et la vérité dans ses formes tangibles, l'art et le savoir-faire pour donner forme à nos idées et à nos rêves dans le monde physique. Il y a quelque chose que peut-être il faut qu'on comprenne, c'est qu'en créant des objets, c'est une façon déjà, c'est comme une prière, c'est déjà une façon de manifester dans la matière ce que nous voulons. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, si vous avez fait des travaux dans votre maison, si vous avez restauré un fauteuil, si vous avez déjà fait de la couture, cousu vos habits, quand vous faites un plat, si vous avez déjà créé des objets de pouvoir, créé des tableaux de guérison, si vous avez déjà créé des prières par l'intermédiaire d'objets, si vous avez tissé vos prières dans des objets, et bien que vous l'ayez fait consciemment ou inconsciemment, vous verrez que ça passe dans la matière. Si vous créez une musique et que cette musique, elle est inspirée par votre cœur et par la beauté, eh bien, vous allez manifester la beauté dans le monde. Si vous créez une musique qui est inspirée par vos démons intérieurs, votre colère, et votre soif de vengeance, eh bien, ça va se manifester dans la matière aussi dans votre vie et autour de vous par les personnes qui vont écouter la musique. La tisseuse nous dit attention, vous avez de la responsabilité quand vous créez un objet, vous faites passer de l'énergie dans la matière et ça va vibrer. Ça va vibrer dans votre maison, ça va vibrer pour les personnes qui vont acheter ces objets et ça va aussi vibrer dans vos propres vies. On est donc invité à finalement à mettre de l'amour dans tout ce que nous créons et il est comparé à un moment ce que nous créons avec comment le grand mystère nous a créés parce que nous sommes aussi un objet de création et c'est incroyable qu'on on a été créé, on a été pensé et on a été pensé merveilleusement bien et avec amour et c'est pour ça que nous sommes des créatures d'amour. Le grand mystère a mis de l'amour en chaque forme de vie, en nous en tant qu'humains. Et nous sommes appelés à continuer cet héritage, à faire vivre ce don de créativité dans l'amour. Alors, il nous est proposé d'aller un peu plus loin dans cette compréhension et de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que la force de vie. On pourrait parler d'énergie de vie, d'énergie vitale. Et de comprendre que la matière est le support de l'énergie. Et que quand nous créons quelque chose dans la matière, nous y mettons de l'énergie et nous faisons ainsi un objet de pouvoir. Quand nous créons, par exemple, un objet que nous l'offrons à un de nos proches, nous avons ainsi mis de l'énergie dans la matière et nous lui donnons un objet de pouvoir. Donc chaque symbole, parce que le symbole est une onde de forme qui a un langage en fait dans l'énergie et dans la vibration. Chaque symbole tracé a sa signification. Chaque couleur a un sens, une valeur pour l'artiste qui crée un objet dans la beauté.
Et il nous est dit, donc l'histoire de chaque poterie ou de chaque jouet correspond à sa médecine et donne à ces objets une mission ou quelque chose à enseigner aux humains qui les verraient ou qui les utiliseraient. Peut-être que vous pouvez comprendre ici la sensibilité qu'ont les femmes à la décoration et à l'art d'une table, à l'art d'organiser une pièce en lien avec des tissus, des formes, des couleurs, des objets non de forme, à l'art de créer une ambiance. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que les femmes ou les hommes sensibles qui ont du féminin, les artistes, nous percevons dans les pièces la vibration de la pièce en fonction des objets qui sont dedans. Et nous pouvons développer l'art d'harmoniser nos pièces pour qu'elles soient agréables à vivre énergétiquement et que nos corps qui résonnent énergétiquement et vibratoirement dans ces pièces soient bien. C'est tout l'art du foyer, c'est tout l'art d'une maison. Et pour la femme connectée à son espace sensible, la décoration est une vraie médecine et pas du tout superficielle. Et c'est pour ça que les femmes ou les hommes sensibles ont plus tendance à créer eux-mêmes leurs objets, leurs rideaux, leurs tableaux, à repeindre chez eux, que sais-je, à créer des meubles, etc. Parce que ils façonnent ainsi dans la matière des objets où ils y mettent leur cœur, leur savoir-faire, leur énergie, du coup, pour créer leur foyer, leur nid, hein, et ainsi créer une vibration dans les pièces qui est plus belle, plus vibrante que des objets qu'on achèterait dans une chaîne qui ferait des objets comme ça en Chine en masse, avec des matériaux qui ne seraient pas très nobles. Le pire étant évidemment des objets qui auraient des significations délétères pour notre énergie. Il y en a. Alors, c'est l'art du feng shui. C'est un art qui a été développé, je crois que le feng shui c'est japonais à vérifier ou peut-être chinois. C'est l'art d'harmoniser les pièces énergétiquement. Donc, c'est tout un art assez complexe et on prend en compte, entre autres, les symboles et la vibration des objets. Et parfois, quand on fait du feng shui, on demande aux gens de brûler certains objets parce qu'ils sont empreints d'énergie très négative et néfaste pour eux et leur santé. Et donc, il est dit dans ce conte, l'expression personnelle des artistes qui avaient créé ces objets reflétait la façon dont ces créatures se sentaient eux-mêmes. S'ils avaient vraiment développé leur aptitude et comment ils voyaient le monde autour d'eux. Dans le chamanisme, entre autres, mais je pense que dans toutes les spiritualités, à des moments, nous utilisons ce qu'on appelle les objets de pouvoir. Eh bien, nous utilisons la puissance de la tisseuse. Nous utilisons la capacité de mettre de l'énergie dans des objets et d'utiliser ces objets pour façonner notre vie dans une direction ou prendre conscience, grâce à ces objets, de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et pour le rectifier. Créer des objets de pouvoir, c'est vraiment faire des actes de magie blanche. Et ça veut dire que ça va vraiment influencer notre vie. Donc attention, si nous ne savons pas maîtriser la notion d'objet de pouvoir, ne proposez pas à vos cercles de femmes ou à vos amis à faire des objets de pouvoir parce que ça pourrait devenir la magie noire, c'est-à-dire en créant des objets sans comprendre en fait comment ça se passe, parce qu'il va y avoir un lien qui va se tisser entre l'objet et ce que vous travaillez en vous-même. Et donc, ça s'appelle un double énergétique. Et en ne comprenant pas cela, on peut se créer de l'automagie noire dans sa vie. Et ça peut vraiment être délétère, très délétère. Donc, créer des objets de pouvoir en lien avec un processus initiatique ou avec un trajet personnel nécessite une très grande vigilance sur ces objets.
Est-ce que ces objets prennent des possessions? Comment ils vivent? Est-ce qu'il faut les nettoyer? Qu'est-ce qui appelle sur ces objets? Est-ce qu'à un moment, il faut les brûler? Et par exemple, faire stagner des objets de pouvoir dans une pièce, un grenier, et ne plus s'en occuper, ben, c'est faire stagner des énergies en vous. Et ça peut bloquer votre vie. Donc, attention, je dis ça parce que moi-même, quand je fais des groupes de femmes, j'utilise la notion d'objet de pouvoir et j'ai eu vent qu'il y a eu des femmes qui m'ont copié derrière en initiant des groupes de femmes et en fait, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient parce qu'elles n'étaient pas initiées à comment on fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait un objet de pouvoir et comment on fait pour gérer ça. Entre autres, il faut toujours voir comment l'objet vibre et questionner la personne à qui on fait faire un objet de pouvoir régulièrement pour voir comment on prend conscience de la projection de l'énergie sur l'objet et de quoi ça lui parle et comment elle va rectifier sa vie ou rectifier sur l'objet. Et à un moment, il faudra brûler l'objet. Nous utilisons aussi ce savoir-faire dans la thérapie en faisant de l'art-thérapie et en projetant dans les symboles, par de l'art-thérapie, des problématiques psychologiques, émotionnelles, systémiques, ce qui entraîne des processus de guérison importants. Là aussi, il faut être formé. Parce que le pouvoir d'action est énorme. Les conséquences sont énormes. Donc il nous est dit, la tisseuse mettait tout son amour et son savoir-faire dans chacune des choses qu'elle fabriquait. En faisant ainsi, elle donnait à chaque création le don de la vie, ainsi qu'un sens. De la même façon que le grand mystère donne la vie ainsi qu'une mission à chaque être de la création. Et donc il nous est dit que la tisseuse protège la force créatrice qui réside en toute chose et donc elle nous aide à exprimer notre créativité de manière positive et à y investir l'énergie dont nous disposons. Et donc elle nous aide en veillant sur notre force de vie, elle nous apprend à créer notre santé, à extérioriser nos rêves, c'est-à-dire les faire sortir de nos profondeurs et pour les voir et les créer, à développer et à nous servir de nos dons et avoir accès à notre potentiel spirituel. La tisseuse, elle va commencer à nous parler de l'énergie du nord de la roue, qui est l'énergie d'interdépendance. L'interreliance entre nous, sur Terre, sur la planète Terre, tout est interrelié, nous sommes tous interdépendants, que ce soit les minéraux, les plantes, les végétaux, les éléments, les humains, les animaux, etc. Et entre nous, nous sommes tous interreliés par cette toile de la vie. C'est ce tissage dans l'intangible. Et c'est ce qui fait que nous allons comprendre, à plus nous avançons dans la maturité, que notre but est d'aller vers l'interdépendance, d'accepter et d'aller vers l'interdépendance, c'est-à-dire d'être au service des autres et de la vie, et d'être au service les uns les autres et de la vie des uns et des autres. Ça, c'est ce qui va générer sur Terre le processus de l'expansion qu'on va appeler aussi le processus de l'abondance. Et j'en reparlerai sur un autre audio, je vous ferai un audio sur qu'est-ce que c'est que le paradigme de l'abondance relié à l'énergie de la Terre, de la planète Terre. Donc, non seulement la tisseuse, elle nous apprend comment tisser la toile de nos expériences, et elle nous montre aussi que quand nous créons des cercles de nos expériences et que ce que nous créons grandit jusqu'à toucher le cercle de toute autre forme de vie, eh bien nous co-créons ensemble. Et il nous est dit, tu as donné naissance au désir caché de ton cœur en tissant tes rêves dans la toile invisible de la force créatrice. Tu as créé un cercle de famille aimant qui va toucher les cercles d'autres formes de vie dans les expériences qu'ils partageront. Quand tes anneaux de création rejoignent les cercles d'expérience créés par d'autres, de nouvelles idées se font jour, la créativité se fait disponible pour toute personne désireuse de partage. Et là, on sera vraiment dans le processus de l'abondance. Donc, savoir maîtriser et
Et encore une fois, la maîtrise, elle n'est pas enfermante, elle est vraiment, on comprend que d'aller dans l'énergie de la création, c'est d'aller dans l'interdépendance et d'être vraiment en lien avec cette énergie de la tisseuse, de l'araignée, de cette araignée invisible qui a créé la toile de l'univers, auquel nous allons nous relier en permanence. Et c'est ce qu'on fait dans les soins vibratoires énergétiques, hein, et d'aller co-créer finalement avec le grand mystère, avec la toile de la vie, et avec les autres. Et en maîtrisant, quand je dis maîtriser, c'est pas contrôler, hein, c'est rentrer dedans en conscience et en allant chercher les désirs cachés de notre cœur au fin fond de notre âme pour les manifester dans la matière, dans le sens de notre mission de vie, de ce qui a du sens pour nous, de l'amour, de la force de vie. Eh bien, en faisant ça pour nous, nous faisons aussi ça pour les autres. Et cette force de vie va être disponible aussi pour les autres. Et ça va permettre une co-création dans le sens de ce qui va plus dans l'abondance sur Terre, entre nous et pour l'humanité. Alors, il y a une partie de ce conte qui est consacrée à essayer de nous expliquer quelque chose en lien avec cette force créatrice. Alors, il y a des mots qui sont employés, et ils essayent de nous expliquer quelque chose. Ils parlent de celle qui tisse la toile, qui est le principe créatif à l'intérieur de toute chose. On nous parle de la force créatrice, on nous parle du feu de la création, on nous parle de la force de vie, de l'instinct de survie. On nous parle de la toile de l'univers. On nous dit que la création, c'est le don de la vie. On nous parle de cette structure de cercles concentriques qui sont le support pour la chair des corps. Et on nous dit que nous-mêmes, nous tissons à partir de nos désirs. Et toute la question, elle est, est-ce que ce sont les désirs de notre ego, le conditionnement de notre entourage, ou de la société, ou de notre faux moi, ou est-ce que nous avons réussi à nous reconnecter à notre être profond et que nous allons pouvoir créer à partir des désirs qui sont cachés dans notre cœur. On voit encore une fois que cette notion, elle est cachée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à aller trouver, cette quête du Graal, elle est trouvée en nous profondément pour aller retrouver qui nous sommes profondément. Quels sont les désirs de notre cœur profond, de notre âme, de l'éternelle flamme d'amour au fond de nous? Qu'est-ce que nous avons profondément le désir de manifester sur la terre? Et moi, je pourrais témoigner que depuis que je fais ça, depuis des années, que je travaille avec la tisseuse dans ma vie, eh bien, j'en sais rien. C'est-à-dire que chaque année ou chaque cycle, je découvre qui je suis. C'est-à-dire, c'est en créant ma vie que je découvre qui je suis. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire, je peux un peu projeter mon futur quand j'arrive à voir les visions de mon âme. Et parfois, je me trompe. Donc, je m'enferme dans une direction et je sens que c'est pas, à un moment, ça va pas. Ou j'entends l'appel de mon âme qui me dit ça va pas, tu prends pas une bonne direction, on est en train de tisser quelque chose qui est pas sympa. Et en fait, simplement quand je suis bien en lien avec les désirs cachés au fond de mon cœur, je peux regarder petit à petit qu'est-ce que je crée dans ma vie et qui je deviens. Et qu'est-ce que je suis profondément. Et entre autres, ce podcast qui est une de mes créations, et tous les cercles de femmes et les initiations que j'ai fait passer à ces femmes, et les rituels, etc., ça a été une grande découverte parce que je ne m'attendais pas du tout à être ce genre de femme. Et comment j'ai démarré là-dedans? Eh bien, en plus, c'était tout à fait contre les conditionnements religieux que j'ai eus dans ma petite enfance. Donc, c'était exactement pas du tout moi dans mes conditionnements. Eh bien, simplement, à un moment, il y a eu des appels dans mon cœur profonds auxquels il a fallu que je réponde, sinon, en fait, c'était pas possible autrement. Des appels de mon âme à créer des groupes de femmes, à utiliser ce livre, à l'étudier, et ensuite, une fois que j'ai commencé, eh bien, la tisseuse s'est mise en route et j'ai commencé à tisser sur la toile, et j'en suis encore là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres choses dans ma vie que je découvre aussi en créant, et je découvre qui je suis en créant. Mais c'est un mystère. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, par des processus de coaching, savoir exactement qui nous sommes. Nous pouvons apprendre à nous relier à notre cœur profond, à écouter les appels de notre âme, à écouter les appels de la vie, à entendre quand ça nous dit « c'est pas le bon chemin »,
et à saisir les opportunités des synchronicités que la tisseuse nous envoie, que la vie nous envoie, à apprendre à décoder la vie, à décoder ce qui se dit dans nos vies, à décoder les appels de la vie et à décoder aussi les appels mortifères, c'est-à-dire si on met de la force, notre force de créativité dans un chemin qui n'est pas celui de notre âme, nous allons dans un processus mortifère et nous sommes en train de créer la mort en nous. Et entendre quand ça nous dit stop, tu fais faux chemin, pour pouvoir détruire ce que nous sommes en train de créer et repartir dans le sens de la vie, de l'amour. Eh bien, je dirais que finalement, nous ne savons pas qui nous sommes parce que nous sommes infiniment grands, infiniment mystérieux, infiniment profonds et puissants. Mais par contre, à fur et à mesure que nous faisons ce travail d'écoute intérieure et de créer de cet espace-là, nous allons découvrir qui nous sommes. Et là, c'est le grand mystère qui se révèle. Et c'est très joyeux, très jouissif et très surprenant souvent. Très surprenant. Parfois non, parfois c'est une évidence, on sentait qu'on était ça depuis tout petit. Et parfois c'est vraiment la surprise du chef qui sort du chapeau. On se dit mais ça sort d'où ça? Et moi quand je me vois faire ce podcast et enseigner autour des 13 mères originelles, je me dis encore mais ça sort d'où ça? C'est pas moi dans la façon dont j'ai été éduquée. C'est pas moi dans ce que je pensais quand j'étais petite fille. Et pourtant, c'est sorti de moi, de mes profondeurs. Alors c'est très surprenant. Et ça me révèle tous les jours un peu plus qui je suis, profondément en moi. De quelle énergie je suis porteuse profondément et quelle est finalement ma mission de vie. C'est une façon de dire quelle est ma légende personnelle, qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi, quel est mon destin, qu'est-ce que qui m'appelle à continuer à créer dans ce sens-là. Alors, des fois, j'en perçois des effluves. Des fois, je ne sais pas du tout. Je sens que ça me pousse à un endroit, mais je ne sais pas où je vais. Et c'est vraiment très caché au fond de nous. C'est-à-dire qu'il faut se laisser aller, déjà décider d'aller voir, d'aller se reconnecter, d'aller écouter, d'aller voir dans ce regard intérieur, de passer les portes et d'aller dans nos profondeurs, mais aussi accepter de se laisser surprendre et de ne pas contrôler avec notre mental. Surtout pas. Sinon, on va créer des toiles qui ne sont pas bonnes pour nous. Et ensuite, de laisser faire la vie qui est surprenante et qui nous amène à co-créer avec d'autres personnes des choses qu'on n'aurait jamais pensé il y a quelques années faire avec ces personnes peut-être ou faire tout simplement dans la vie. Alors il y a tout un passage très symbolique avec l'étoile de la mer, l'océan, les profondeurs de l'océan, l'eau, et puis toucher le fond et remonter et en lien aussi avec la force vitale. Il nous est dit que la force vitale, c'est l'air, la terre, l'eau et le feu de la créativité. Tout ça mélangé avec la force créatrice du grand mystère. Donc on parle des 5 éléments de la force vitale. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans d'autres initiations. Dans l'initiation de la médecine chinoise, on va retrouver d'autres éléments. Mais en général, toutes les spiritualités nous parlent de ça, nous parlent de qu'est-ce qui constitue, comment est faite cette force vitale en nous et comment nous pouvons l'utiliser pour créer dans la matière, pour guérir, pour rectifier, pour monter en puissance, etc. Donc là, on rentre dans une initiation particulière dont je ne vais pas parler ici puisque c'est à expérimenter, c'est une porte qu'on ouvre et qui est en elle-même une vastitude énorme donc, dans laquelle je ne vais pas m'aventurer sur cet audio ici. La tisseuse nous parle aussi de cette décision à être. Donc on a ce mot être, je suis. On le retrouve aussi dans plusieurs spiritualités, je suis, à être. L'être profond est l'être inconditionnel. Et on va opposer l'être à la personnalité. La personnalité, c'est ce que nous avons créé dans la matière en lien avec nos croyances, nos conditionnements, notre vécu de vie plus ou moins traumatique, etc. Et c'est comment on va réagir, Et notre être, c'est ce qu'on est de toute éternité. Et il est commencé à nous dire dans ce conte que être, c'est une décision. Il nous est dit, cette étincelle créatrice est appelée l'éternelle flamme d'amour. L'étincelle créatrice est appelée l'éternelle flamme d'amour. Eux, ils parlent de l'oranda, c'est leur mot à eux.
Elle vit au cœur de notre essence spirituelle. Donc on est au cœur de notre essence spirituelle. Lorsque le désir de créer est en place, nous devenons capables de prendre la décision d'être. Être, et donc c'est donc devenir cette essence spirituelle qui devient réalité incarnée en nous. Et c'est ce qu'on appelle le chemin d'éveil dans certaines autres spiritualités. Être, cette étincelle spirituelle, le devenir dans la matière, c'est-à-dire le faire vibrer dans toutes ces cercles concentriques qui sont le support de la matière, faire vibrer l'information de notre être pour le devenir, et on nous explique concrètement comment faire. Et ensuite, c'est une discipline spirituelle, c'est un chemin initiatique, c'est une discipline. Dans certains chemins spirituels, on vous propose des exercices à faire. Il y a une voie spirituelle d'éveil pour devenir notre étincelle d'amour première qui est au fond de notre cœur, notre force créatrice. Devenir dans la matière, c'est-à-dire transcender notre personnalité, transcender nos blessures, transcender nos histoires, transcender nos mémoires, transcender toutes les informations qu'il y a dans cet espace de l'intangible et devenir autre chose, c'est-à-dire choisir de devenir ce que je suis profondément, au-delà de tout ce que j'ai vécu, de tout ce qu'on dit de moi, de tout ce que je crois de moi. Et devenir qui je suis, c'est vraiment aller se relier à chaque instant de la journée à notre être profond, l'écouter et tisser avec lui dans la matière, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos émotions, le faire vibrer dans nos corps énergétiques, nos corps subtils, le faire vibrer dans notre ADN et le devenir concrètement. Et ça, c'est une discipline, c'est un chemin spirituel, c'est une voie spirituelle. Et encore une fois, ça va solliciter notre masculin. Où on va décider de devenir qui nous sommes profondément et de reprendre notre pouvoir d'action, de sortir de notre état de victime du passé, de nos blessures, de nos dysfonctionnements, de nos pensées, de nos réactions, mais de revenir à qui nous sommes et nous pouvons le faire dès maintenant. Dès maintenant, toujours un peu plus, pour le devenir demain. Alors, la tisseuse est aussi porteuse de ce principe mort-vie indissociable. Et on voit que donc elle est porteuse des principes de création, mais aussi de destruction. C'est la base du féminin, c'est la base, on l'avait vu avec la guérisseuse. En permanence, le féminin qui est la responsabilité en nous de faire passer dans la matière l'intangible peut détruire ce qui passe mal et pour reconstruire un peu plus de vie. Donc il faut abolir ce qui nous limite et créer du neuf. Et ça, le faire avec conscience. C'est pas avec notre ego, mais avec conscience. Et à un moment, décider que ça suffit. On arrête de tisser ça dans ce sens-là et qu'on va tisser dans un autre sens. C'est aussi décider d'arrêter de penser comme ça, de voir les choses comme ça, reprendre en main notre façon de penser, notre structure psychologique, aller travailler dessus, de reprendre en main la maîtrise de nos émotions et de tout notre fonctionnement intérieur. Donc ça peut être un processus déclenché en nous, un processus thérapeutique ou de développement personnel ou développement spirituel. Mais ça peut être aussi arrêter d'alimenter une façon de faire qu'on a dans nos rythmes de vie, dans notre éducation, dans nos croyances religieuses. Parce que des fois, c'est difficile de détisser nos croyances en fait, religieuses, parce que ça met des enjeux trop importants familiaux, sur notre environnement, par rapport à nos groupes d'appartenance. On peut décider de déconstruire un couple. On peut décider de déconstruire un métier qu'on a créé. À tout moment, tout ce qu'on est en train de créer, on peut décider de le déconstruire et de le recréer. Alors, il nous est parlé aussi dans ce conte de la capacité qu'on aurait finalement de détruire ce qu'on est en train de créer, de réutiliser cette manière pour recréer autre chose. Donc on pourrait aussi, si je prends l'exemple du couple et qu'on voit qu'on a créé un couple qui ne fonctionne pas, c'est pas bon ni pour lui ni pour moi, on peut aussi décider de déconstruire, de détruire ce couple et avec cette matière de recréer un autre couple
avec la même personne. Ou on peut décider qu'en sentant, en ayant fait ce chemin intérieur, initiatique, là je parle, et en sentant qu'on est en train de co-créer ensemble un couple mortifère et qui nous détruit l'un l'autre, qui détruit notre famille, à un moment, en écoutant notre masculin sacré, notre porte de l'Est, notre Mars, et en entendant la justice divine, on pourrait décider d'arrêter là aussi. Pour créer, peut-être avec une autre personne, quelque chose de plus favorable pour l'amour et la vie, et en entendant aussi les appels de notre âme. Alors, dans ce conte, il est mis l'accent sur l'éducation des enfants. J'y reviendrai dans un autre audio. Mais entre autres, il est dit à cette mère, attention, les enfants vont utiliser aussi leur créativité pour tester ton autorité, ta sagesse et tes résolutions. Sache qu'ils ont besoin d'une main ferme autant que d'une tante aimante qui leur apprend à détruire leur entrave en ayant recours à l'expression de soi et à la créativité. Donc là, on voit que les principes d'éducation finalement proposés là ne sont pas correctifs dans le sens de formater les enfants, mais plutôt correctifs dans le sens de corriger quelque chose qu'ils sont en train de tisser, de corriger qu'est-ce qu'ils sont en train de tisser, de leur montrer qu'ils sont en train de s'entraver eux-mêmes et de leur montrer qu'ils peuvent détruire ça, décider de ne plus réagir comme ça, de ne plus faire ça, mais plutôt de trouver comment ils auraient envie finalement de faire ou d'interagir plus en lien avec ce qu'ils sont profondément et l'expression de leur créativité et donc plus en lien avec leur joie profonde. Par rapport aussi à la notion de la mort, je voudrais souligner ici qu'encore une fois, on voit dans ce conte une mère qui meurt. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas de père. Les enfants sont seuls. Moi, j'y vois là, en fait, des étapes en lien avec le développement et l'intégration de l'énergie du féminin sacré en nous. Et à un moment, je vois qu'il y a des femmes ou des générations ou des périodes où le féminin ne peut plus vivre, passer la vie. Donc, on voit que cette mère, elle a encore protégé ses enfants, elle a protégé la descendance, mais elle-même, elle ne peut plus assumer son rôle de mère. Il n'est pas précisé pourquoi. Elle va de nouveau mourir congelée. On voit ça, on avait déjà vu ça en août, sans homme, comme en août, mais elle va confier finalement ses enfants à cette mère spirituelle. Elle arrive à les amener jusqu'à la porte de la grotte de la mère spirituelle. Et moi, j'y vois que parfois, on peut tout à fait mettre à mort notre propre féminin, notre propre mère intérieure, qui n'a pas réussi à se décongeler, quoi. On n'a pas réussi à être en lien avec notre onde de forme sacrée, avec notre flocon de neige, avec notre février. On n'a pas réussi à le décongeler, à le faire passer dans la matière, et on est devenu une femme qui ne peut pas protéger les générations qui suivent, ou nos propres enfants intérieurs, notre propre moi en évolution. Et encore une fois, il peut y avoir des processus de mise à mort de qui nous sommes. Et à ces moments-là, nous allons confier notre enfant intérieur à notre mère spirituelle, à cette mère spirituelle qui va en prendre soin et le rééduquer pour nous ramener la suite de notre vie ou la suite des générations vers quelque chose de plus vivant. On peut y voir là tout un processus des nuits noires de l'âme que l'on peut vivre où on peut vivre comme ça. C'est comme si la force créatrice de l'univers nous disait stop et nous mettait à mort totalement. Et donc, ce sont des périodes de vie où on est totalement en effondrement, où tout s'effondre, où on meurt vraiment, quasi neurologiquement, psychologiquement, émotionnellement, relationnellement. Il y a souvent un gros nettoyage relationnel qui se fait à ce moment-là. Et nous n'avons pas d'autre solution que d'aller chercher notre instinct de survie pour renaître à une nouvelle personne, vraiment. Et notre vie va prendre une autre direction. Et souvent, le chemin qui a été fait, c'est un chemin spirituel qui nous fait repartir. Et c'est comme si à travers cette nuit noire de l'âme,
C'est comme si notre âme nous disait, stop, en fait, il faut que tu changes toute ta personnalité parce que tu ne peux plus assumer la suite de ta vie. Tu es en train de t'amener à la mort. Et donc, il y a une mise à mort qui est déclenchée par notre âme, par la tisseuse. Et nous sommes invités à aller dans la grotte avec la tisseuse pour rectifier et accompagner ces enfants du lendemain qui sont en train de grandir, pour les accompagner à tisser leur personnalité plus en lien avec qui ils sont profondément. Alors on voit que, évidemment, ce conte est rempli encore de symboles dans le nom des enfants. On comprend qu'il nous parle aussi de l'équilibre du masculin et du féminin en nous. On peut se demander pourquoi le masculin est plus petit en âge et le féminin plus grand. On peut y avoir tout un tas de réponses. Comme je ne suis pas assurée de réponses que j'ai, je ne vous les partagerai pas. Mais on voit que par rapport au mot posé dans ce conte, ça nous parle que la création est finalement l'équilibre masculin et féminin de nos deux cerveaux, cerveau gauche et cerveau droit. Cerveau gauche et cerveau droit. Le cerveau gauche qui est le cerveau de la rationalité, le cerveau droit qui est le cerveau de l'émotionnel, du symbolique, et finalement les faire dialoguer en permanence. Le symbolique à la rationalité, donc nous ramène de l'intangible au tangible, et finalement créer dans la matière, c'est en permanence utiliser les symboles tout en ayant la réflexion rationnelle, que ça soit possible dans la matière, et donc ça va nous équilibrer neurologiquement et énergétiquement dans notre féminin, notre masculin, et ça nous guérit, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Alors, on voit que ce masculin, il s'appelle Soleil derrière les nuages. Bon, on est en automne, il pleut. Ensuite, ça bascule vers l'hiver, hein, le vent froid arrive, la neige. Et on dit qu'elle est très très bien dans sa grotte au chaud, hein. Et lui, donc, c'est Soleil derrière les nuages, c'est-à-dire c'est un masculin porteur du soleil du printemps, porteur de ce nouveau masculin, de ce futur. On sait qu'il est là, il est derrière les nuages. Il nous est dit qu'il est précoce, courageux, il s'intéresse à ce qu'il découvre, c'est un guerrier, un chasseur, il est calme, il a l'apprentissage rapide, il cache un sourire derrière des attitudes pensives. Il va travailler son bouclier, son arc, sa flèche. Il va travailler à cibler. Il traque patiemment sa proie en se cachant. Il est capable d'abattre un buffle ou un élan d'une seule flèche. Il est efficace et précis. On nous donne là des caractéristiques, bon, certes amérindiens, mais surtout probablement de ce nouveau masculin qui est en train de surgir en nous grâce à cette initiation, et à fur et à mesure des années qui passent, nous allons acquérir un masculin de plus en plus aligné, sacré, avec des caractéristiques très précises et dans l'équilibre. Le féminin s'appelle son de la pluie, donc il y a soleil derrière les nuages et son de la pluie. Encore une fois, la notion de l'eau est là. Et il nous est dit qu'elle est inventive, désireuse d'exposer les idées qui germaient dans son imagination quand elle apprenait à faire les choses. Elle aussi, elle a une rapidité d'apprentissage, elle a de l'habilité, un don d'observation et d'imitation. Elle a de l'imagination et aussi de l'originalité. Elle sait faire avec les matières. Elle sait peindre délicatement et précisément, guidée par son sens naturel des proportions et de la composition. Bon, on peut aussi voir comment on peut, comme ça, équilibrer notre féminin aussi, dans ce sens-là. Et il est dit, enseigne-les bien, tisseuse, ainsi tu vas montrer aux autres comment l'esprit de l'artiste qui vit à l'intérieur de chaque être humain peut façonner un monde qui respecte la créativité que le grand mystère a placée au cœur de tout ce qui vit. Alors, il nous est parlé de plusieurs animaux, dont le guépard, hein, qui est d'accomplir les tâches avec rapidité et agilité.
On peut l'utiliser en animal chamanique pour accélérer nos visions, hein, pour aller voir dans notre âme et avoir les visions qui arrivent plus vite à notre conscience. Il nous montre la façon de mener à bien de nouvelles tâches, comment éviter la paresse et de ne pas faire traîner les choses, ce qui vient d'un manque d'inspiration. Eh bien oui, quand nous avons envie de créer, souvent il y a page blanche et donc on reporte à demain et on ne crée jamais. Et ça, c'est délétère. Donc à un moment, on nous propose, on nous encourage à utiliser une force du masculin aussi puissante que celle d'un guépard pour s'y mettre et pour accélérer nos visions et pour commencer à créer. Sortir de la procrastination. La procrastination, ça crée une toile qui, à mon avis, est très très lâche. Hein. Il ne se passe pas grand-chose dedans. Ça crée de la dépression. Et évidemment, la procrastination n'est pas le repos, n'est pas le besoin de temps pour méditer, pour avoir les visions. La procrastination, c'est ce qu'ils peuvent appeler la paresse. Je n'ai pas envie de faire. Voilà, je pense qu'on connaît tout ça. Et à un moment, il faut aller chercher en nous cette énergie du masculin dans cette dynamique pour y aller. À un moment, on n'écoute plus notre paresse, on se lève, on y va. Et ensuite, ça démarre et le processus créatif se met en route. Alors, on voit dans ce conte, finalement, que cette tisseuse, elle nous prépare au futur. Hein, elle est celle qui amasse. On va voir que elle est aussi celle qui glane. Hein, elle glane, on le voit dans ce conte, elle glane, elle va amasser hein, et elle va préparer le futur. C'est une caractéristique du féminin de stocker. Ça crée des disputes dans les couples. On ouvre les armoires et puis dans les armoires, il y a tout qui s'écroule parce que les femmes stockent des tissus pour le cas où, stockent des conserves pour le cas où, stockent des habits plus la mode, mais le jour ça reviendra à la mode, des chaussures pour le cas où que j'ai du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du turquoise, mais que ça soit sportif ou plutôt habillé, ou plutôt une robe, ou plutôt un jean. Il y a plein de chaussures de partout. Qui stockent des anciens bijoux, des perles, au cas où un jour je fasse de la créativité avec, des plumes dans tous les sens. Ça peut exaspérer les hommes, ça sert à rien, tu l'utilises jamais, tout ça tu le mets à la décharge, on a besoin de place. Eh bien, c'est le cerveau du féminin, on n'y peut rien, c'est comme ça. Le cerveau du féminin stocke, on le sait, hein, c'est prouvé par la neuroscience, pour le cas où tout le temps. C'est pour ça aussi que les femmes, quand elles font leur valise, elles prennent 10 000 choses pour le cas où il pleut, pour le cas où j'ai pas envie de le mettre, pour le cas où j'ai plutôt envie de mettre ça plutôt que ça, pour le cas où il fait du froid, ou plutôt que si le soleil sort, peut-être je mettrais plutôt ça. Et donc, comme notre cerveau ne sait pas faire le choix parce que c'est pour le cas où, eh bien, nous avons des valises qui débordent. Et sachez, monsieur, que c'est neurologique. Hein, moi, j'essaye, hein, j'ai essayé de me rééduquer, impossible. Plus je lutte contre ça, plus ça s'accentue, parce que je pense que ça active chez moi une zone de stress, de survie. Et donc, ça accentue le côté qu'il faut encore plus stocker, quoi. Voilà, donc je m'accepte dans mes stocks. Et mon masculin me dit ça sert à rien, et mon féminin dit c'est instinctif, donc je peux rien y faire. Voilà, on essaie évidemment d'équilibrer, de ne pas partir dans la névrose et dans la pathologie, d'équilibrer un minimum et puis d'harmoniser avec notre famille. Et tout ça, c'est un vrai travail sur soi. Mais la tisseuse, elle va glaner à gauche et à droite et elle va faire des stocks. Et avec ça, elle va faire la créativité. Et elle va réutiliser des choses vieilles pour les relooker et en faire de nouvelles choses. Alors si pour nos soirées d'hiver, pour nos vacances, pour nos week-ends, nous prévoyons de la créativité plutôt que de regarder des films ou je ne sais pas quoi, les infos, ou tout ce qu'aujourd'hui, hein, il faut dire que les écrans et la télé nous bouffe hein, notre tisseuse, nous bouffe notre énergie de créativité. Si nous arrivons à nous réaménager du temps, pas qu'on l'a pas, mais à nous redonner le temps
qu'autre chose nous prend et qui ne crée pas notre vie dans le bon sens, si nous arrivons à réorganiser notre temps pour nous libérer du temps pour aller dans la créativité, eh bien, on aura moins de stock, mais surtout, on aura beaucoup plus de beauté dans nos maisons, de cadeaux à faire, faits main, éventuellement de vendre des trucs, de les donner, des choses qu'on aurait créées. Et ça créerait du lien entre nous et de la beauté. Donc là, on parle de toute l'énergie, évidemment, de l'artisanat, entre autres, hein, mais des cadeaux aussi. Et on voit que dans la préparation de ce futur, elle est déjà en joie d'imaginer la joie des autres, hein. Et on voit qu'elle est en train d'échafauder des rêves pour le futur pendant le temps des neiges. Et on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui capte l'info dans la neige et qui va le redonner en février-mars par le long de fond du flocon de neige. Et donc pendant les périodes d'hiver, elle rêve, hein, de ce futur où ils partageraient la magie de créer une vie pleine de riches potentialités ensemble. On commence à nous donner une clé importante dans ce conte qui est la clé de la sagesse, rende grâce. Chaque jour, elle rend des grâces pour la plénitude. Rendre grâce, c'est mobiliser l'énergie en nous, celle de la gratitude qui va créer notre joie de demain et notre abondance de demain. Rendre grâce fait partie de l'énergie de l'abondance. On reviendra dans qu'est-ce que c'est que l'abondance dans cet audio prévu pour cela. Et il y a une clé qu'on sait, qu'on ne fait pas forcément, rendre grâce, toujours remercier, toujours remercier, toujours remercier pour ce que nous avons. Nous le reverrons de manière plus spécifique en décembre, qui s'appelle Celle qui glorifie. Et déjà, elle nous montre, hein, qu'elle sait tisser le futur en rendant grâce dans le présent. Et puis, elle voit, avec celle qui voit loin, son masculin, l'évolution dans la différence. Elle est un petit peu prophétesse, hein. Le futur serait bon. L'horizon étincelait d'innombrables possibilités. Et la tisseuse avait trouvé une source illimitée d'inspiration, en voyant le monde à travers les yeux de son de la pluie et de soleil derrière les nuages, en voyant le monde à travers les nouvelles générations. Son chemin à elle allait évoluer, se transformer tout au long de la vie de ses enfants. Hein, la co-création entre générations. Chaque objet qu'elle avait créé était une extension de son amour et de son expression personnelle, chacun ayant un but et une mission spécifique à accomplir. Ces enfants trouveraient leur propre but et mission à travers leur forme individuelle d'expression de soi. Et ainsi, ce conte se finit par cette conclusion. La gardienne de l'instinct de survie, la mère de clan, réalisa qu'elle avait créé ainsi une façon de transmettre la sagesse et l'amour qu'elle portait dans son oranda. Cette transmission survivrait à l'épreuve du temps. Parce que la tisseuse avait entrelacé sa toile de création d'une façon qui permet de donner vie, longévité et pérennité à la concrétisation de ses rêves. Alors voilà, moi je conclurai en disant que on est aujourd'hui le produit de notre rêve du passé et en espérant qu'on ait bien rêvé, qu'on se soit bien calé sur la bonne force de créativité en nous. Et donc ça fait qui nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons aller retrouver notre rêve du présent dans les profondeurs de notre âme, dans les profondeurs de notre cœur. Et nous pouvons voir le rêve du futur proche, c'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà en train de se créer dans le futur. Le futur est déjà créé, c'est ce que nous explique aussi la physique quantique. Le futur est déjà créé, le futur proche, nous pouvons le voir arriver et nous pouvons en permanence le transmuter. Quand nous le voyons arriver, que nous sentons que ça ne va pas le faire, nous pouvons détruire cette toile-là pour la reconstruire. Donc nous avons un pouvoir d'action avec celle qui voit loin en regardant notre futur proche. Et nous pouvons aussi rêver notre futur lointain, soit par cette compétence d'être un peu prophétesse ou visionnaire comme celle qui voit loin, mais aussi en rêvant, en utilisant la puissance du rêve
en lien avec les désirs cachés de notre cœur et en sachant que dans un futur plus ou moins proche et plus ou moins lointain, il passera dans la matière si nous veillons à accompagner ce rêve avec conscience. Et nous avons aussi la capacité de co-créer entre nous, de partager nos rêves et ainsi de co-créer ensemble de l'espace de nos rêves. Nous avons chacun nos propres buts, nos propres missions, et puis quand nous nous rencontrons parfois, eh bien, il y a une belle harmonisation qui peut se créer et nous pouvons co-créer ensemble de choses puissantes, magnifiques, géniales, belles. Et nous sommes comme ça des porteurs et des transmetteurs de la sagesse et de l'amour que l'on porte tous au plus profond de notre être. Alors voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je conclurai quand même que la tisseuse nous parle vraiment de l'intelligence du féminin. C'est le paradigme de l'abondance. C'est avoir la capacité d'ouvrir des portes. On le voit quand elle va glaner ses objets dans la forêt. Elle nous a dit qu'elle est capable de revenir sans se perdre parce que elle a mis ses objets d'une certaine façon qu'elle retrouve son chemin. L'intelligence du féminin n'est pas du tout dans l'efficacité du masculin, ça n'a rien à voir. L'intelligence du féminin est celle d'une araignée qui va tisser dans l'invisible et qui à un moment va faire passer dans la matière des choses. Et nous les femmes, quand nous sommes connectés à notre féminin, nous avons une façon d'organiser nos journées qui n'est pas du tout rationnelle, ou nos activités. Et un homme qui nous regarde, on pourrait avoir l'impression qu'on est en train de tourner en rond, qu'on commence une tâche et qu'on la finit pas, qu'on commence une autre, on la finit pas, on commence une autre, on la finit pas, on commence une autre, on la finit pas. Et ça, c'est vraiment l'onde de forme de la toile d'araignée. On met nos axes de force, on commence un truc, on le finit pas, on commence un truc, on le finit pas, on commence un truc, et ensuite on va tourner autour, et on va tisser une toile. À la fin de la journée, on aura fait 10 000 choses, mais pas du tout comme l'aurait fait un homme. Et donc, le côté de faire des listes de choses à faire, ça ne marche pas quand on est une femme, parce qu'en fait, on va suivre plutôt notre instinct que notre mental. Et ça crée des fois des disputes entre les hommes et les femmes, parce que sur des projets communs, par exemple dans les couples, certains hommes ont l'impression que leurs femmes n'avancent pas, ne font pas, eux ils feraient différemment, ça va pas, faut pas faire comme ça. Or la femme, si on la castre dans son énergie féminine, elle est plus porteuse d'abondance. Donc forcément, si elle est castrée par son homme, eh bien ça va lui donner raison à l'homme puisqu'elle peut plus faire avec sa force de créativité et du coup ça va pas être, elle va plus pouvoir aller dans l'abondance. Et du coup, son homme va lui dire, t'as vu, je t'avais dit, tu ne sais pas faire, laisse-moi faire. Alors que si on laisse faire une femme qui est connectée à sa force créatrice, elle va pas du tout faire comme un homme. On va avoir l'impression qu'elle part dans tous les sens. Et à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, tout est fait. Il y a vraiment une intelligence systémique globale et pas du tout focale. Et je vous invite, mesdames, à observer quand vous avez l'impression que vous avez une charge mentale trop grande parce que vous suivez vos listes de choses à faire et que vous êtes rentré dans l'organisation masculine de la société qui vous surcharge mentalement, de vous observer, commencer à faire la vaisselle, vous arrêter pour aller tendre la lessive, revenir au passage, enlever quelques fleurs fanées sur votre balcon, puis finalement aller aux toilettes, revenir finir la vaisselle, en même temps écouter une audio, et au final téléphoner aussi en même temps, faire ci, faire ça. En fait, et à la fin de la journée, tout est fait. En fait, et notre notion de manque de temps, c'est parce qu'on essaye, on n'est pas dans notre force de créativité, on essaye de nous façonner comme un homme, et ça ne fonctionne pas avec qui nous sommes, avec notre énergie, notre force vitale, notre force de vie. Et donc, ça nous formate et ça contraint notre corps et notre intelligence à ne pas être dans notre force de vie. Et ça fait de la charge mentale
ça fait des burn-out et ça fait des conflits en nous-mêmes. Et souvent, c'est une hyper-adaptation pour se conformer à notre compagnon, à nos parents, à notre patron, ou à notre propre masculin qui est devenu notre propre tyran intérieur, qui nous dit qu'on n'est pas efficace, qu'on ci, que ça. Et de vous lâcher la grappe, observer de vous lâcher la grappe et de fonctionner comme une tisseuse, comme une araignée. Vous allez voir, c'est très bizarre. On commence des trucs, on finit pas, on commence, on tourne en rond. Et puis à un moment, ça passe dans la matière, vous allez voir que vous allez voir beaucoup moins de charge mentale, vous serez beaucoup plus instinctive et finalement vous aurez fait probablement beaucoup plus de choses dans un temps plus court. Voilà, donc la tisseuse nous parle de cette intelligence du féminin, c'est l'intelligence de l'utérus tout simplement. Elle est instinctive chez les femmes, elle n'est pas du tout mentale, elle ne s'organise pas sur un tableau Excel, sur des listes. Elle n'est pas du tout mentale. La structure psychique, le mental, la rationalité, le néocortex ne comprend rien à l'intelligence du féminin. C'est l'intelligence de notre utérus. Elle est viscérale, intuitive, connectée à la terre. Elle est féminine et elle est beaucoup vibrée par les femmes puisque ce sont les femmes qui ont un utérus. Et cet organe et les hormones qui sont avec lui et les ovaires et tout, tout ce qui constitue notre féminin, fait que quand même, nous les femmes, quand nous sommes connectés à notre féminin, quand notre féminin est libre d'être, eh bien, quand même, nous fonctionnons très, très, très différemment que les hommes. Et il est important que maintenant, nous reprenons le pouvoir de notre féminin, notre pouvoir de créativité, notre intelligence profonde, et que nous organisons nos vies comme il est bon pour nous. Évidemment, dans cet équilibre du masculin et du féminin en nous-mêmes, une femme qui a trop de féminin, il n'y a pas de masculin, la toile passera pas, ou sera trop molle, ou trop distancée, ou je sais pas quoi. Une femme qui a trop de masculin, qui n'a pas de féminin, elle aura une toile serrée, elle va pas utiliser sa force de vie au service de la créativité. Et ça sera une femme masculine qui va souffrir, hein, faire souffrir autour d'elle. Et donc, c'est vraiment en déployant notre masculin, nous l'avons compris maintenant, hein, que nous allons pouvoir déployer notre féminin et que notre masculin va être le gardien de notre féminin et qu'on va comprendre que nous ne fonctionnons pas pareil dans ces deux énergies et que cette intelligence du féminin n'attend qu'une chose, c'est se déployer dans nos vies pour faire passer des choses extraordinaires sur Terre dans nos vies, dans nos couples, avec nos enfants, dans nos professions, etc. Alors, je vous souhaite une bonne exploration de tout ça. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour l'audio sur les blessures qui peuvent se réveiller en nous avec l'énergie d'octobre. À bientôt. Merci.